Accueillir Pascal Colzon pour sa présentation de son PHRC Réastack 2. Merci beaucoup. J'ai juste une question. Est-ce que ça vaut pour mise en place de l'étude ou pas? Est-ce que ça valide la mise en place? La présentation aujourd'hui, non. Ah. Il y a des sessions spécifiques, on les répète à qui veut y participer. J'en ai fait une en début d'après-midi. C'est très facile à faire, donc on peut la faire pour qui le réclamera. Donc cette étude est d'une suite logique à un souci, c'est de savoir comment on peut améliorer l'utilisation de la transfusion au-delà de l'utilisation de l'hémoglobine. Alors RED6-2, je ne développerai pas l'acronyme, c'est parce qu'il y a eu RED6-1, et je vais expliquer au fur et à mesure. En fait, on est tous d'accord, pour la transfusion dans le cadre de la chirurgie cardiaque, on est dans des mesures d'objectifs de restriction, donc on parle de transfusion restrictive. Là, j'ai repris simplement le rappel de l'ANSM, le critère qu'ils ont adopté par des experts de l'époque, qui recommandent une hémoglobine basse. Mais il y a un petit bémol, on voit sur la phrase qui suit, le seuil transfusionnel est adapté aux comorbidités du patient, à la tolérance clinique et à l'état hémodynamique. Autrement dit, le critère lui-même est un repère, mais il nous manque quelque chose. Alors l'idée derrière RED6, c'est est-ce qu'on peut essayer de trouver des marqueurs qui nous aideraient à comprendre s'il y a une tolérance de l'anémie ou pas. Alors, essayer de trouver un lien entre l'apport suffisant d'oxygène en périphérie par rapport à la consommation de l'oxygène de l'organisme à un instant donné, c'est connu. Il y a une relation qui existe et on peut trouver cette relation intéressante si on regarde la SVO2 qui nous donne une indication sur le rapport qui peut exister entre VO2, débit cardiaque et hémoglobine. Donc, l'idée derrière ça, c'était de développer la notion de réponse de la SVO2 à la transfusion. Ça a commencé comme ça en 2018, un papier purement observationnel. On a regardé ce qui se passait quand on transfusait les patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque thoracique et vasculaire, et voir quel était l'impact de la transfusion sur la SVO2. Ce qu'on a observé à l'époque, c'est que si la SCVO2 est inférieure à 65% pour une hémoglobine inférieure à 8, on avait 85% des patients qui répondaient par une augmentation de CVO2 de 5%. C'était encourageant, on s'est dit, ça peut être intéressant d'utiliser cette technique-là. Alors ce que je ne dis pas, c'est que dans cette étude, on a vu aussi les patients qui recevaient de la transfusion avec une SVO2 supérieure à 65%, et dont la SVO2 n'évoluait pas après la transfusion, que sur l'argument de l'hémoglobine. Bref, ça nous a encouragé à faire une première étude randomisée, REDSTIC 1, qui a été publiée en 2021 dans Anesthésologie, et qui avait pour principe de comparer des patients qui devaient être transfusés avec ou sans l'aide de la SVO2. Ce qu'on a observé, pour une transfusion qui était décidée sur un paramètre d'hémoglobine inférieur à 9, si on utilisait une SVO2 inférieure à 65% pour transfuser les patients, on réduisait de 32% l'incidence de transfusion de notre série. Une étude similaire a été faite par l'équipe de Marc-Olivier Fischer à Caen, avec des objectifs un peu différents. Elles sont quasiment simultanées, mais le critère de SVO2 était un peu différent. Eux avaient pris un critère de SVO2 à 70%, ils ont observé une économie de transfusion dans le groupe où la SVO2 est utilisée de 21%. Ce n'est pas négligeable, on peut considérer que c'est particulièrement encourageant. Et ça a valu un commentaire qu'on a écrit avec Philippe dans le BJA pour dire que justement, il faut continuer dans cette voie-là et peut-être élargir ce projet à la période opératoire. C'est l'objet de REDSIC-2. REDSIC-2, c'est d'utiliser la transfusion restrictive avec un critère recommandé par les sociétés savantes de transfusion et d'y ajouter la SVO2 comme élément supplémentaire pour décider la transfusion en période opératoire et post-opératoire, pas plus contenter du post-opératoire. Donc l'objectif principal, c'est de voir ce que fait cette transfusion guidée par la SCVO2 sur la proportion de patients
pour la période périopératoire. On regardera également en objectif secondaire s'il y a des complications qui sont liées à ces pratiques. Et on regardera également l'incidence de l'anémie. Parce qu'on nous incite tous à faire de la transfusion restrictive, ce qui nous amène à mettre nos patients anémiques. Et on a tendance à un peu oublier l'anémie. C'est un élément important dans le post-opératoire. Et donc on voulait voir quelles seraient les conséquences de ces stratégies sur l'anémie de nos patients. Et enfin, on va aller un peu plus loin, parce que même dans le groupe contrôle, on souhaite que la transfusion soit encadrée par un monitorage de la SCVO2, de façon à ce qu'on ait un ensemble de valeurs qui permettent de préciser, y compris dans le groupe contrôle, quand on aura décidé uniquement sur l'hémoglobine, quel était le niveau de SVO2. Et il y a un arrière-plan derrière tout ça, vous le sentez venir, c'est que finalement, peut-être que la SVO2 peut être un très bon critère de transfusion plutôt que simplement l'hémoglobine. On verra jusqu'où on peut aller, en fait. Alors, c'est une étude multicentrique, simple, aveugle, parce que les patients ne sont pas censés être au courant du bras dans lequel ils sont randomisés. Par contre, les médecins, forcément, le sauront. Les critères d'inclusion sont assez larges. C'est les patients de plus de 18 ans, moins de 85 ans, et qui vont subir une chirurgie cardiaque réglée ou urgente. Vous allez voir les critères qu'on a choisis. Réglée, c'est pratiquement globalement toute la chirurgie qui peut se faire, coronarienne, valvulaire, aorte ascendante, y compris la mise en place d'assistance ventriculaire gauche de longue durée. Et on a voulu aussi qu'il y ait une part de chirurgie faite en urgence, surtout l'endocardite et la dissection aortique et la transplantation cardiaque, qui sont des chirurgies exposées à un plus haut risque de transfusion. Le nombre de sujets qui a été calculé est de 748 patients, 374 par groupe. La randomisation se fera juste avant l'inclusion, avant la chirurgie. Donc basé sur un critère de seuil d'hémoglobine qui est celui de l'ESA-ICT, l'acronyme ESA-IC. Hémoglobine entre 7 et 9 grammes, on ne voulait pas imposer aux équipes avec qui on travaille un critère fixe, et qui pouvait d'ailleurs varier en fonction du moment, de période péropératoire ou post-opératoire. Donc on veut laisser les équipes faire comme elles font d'habitude, en ayant a priori ce repère d'hémoglobine entre 7 et 9 grammes. Dans le groupe contrôle, si on estime que cette hémoglobine nécessite une transfusion, on transfuse. Dans le groupe SCVO2, on vérifie la SVO2. Si elle est inférieure à 65, on décide la transfusion. La durée totale de l'étude est prévue pour 33 mois. Il y aura 5 visites qui sont marquantes, que je vais détailler ensuite, pour le suivi des patients. Et un point important, c'est que pour vraiment observer cette transfusion post-opératoire, on la limite au 5e jour post-opératoire pour les patients qui resteraient en soins en réanimation au-delà du 5e jour. Si des patients restent plus longtemps en réanimation, c'est souvent qu'ils ont fait des complications qui elles-mêmes peuvent générer une nécessité de transfusion, et celle-ci ne sera pas considérée dans l'étude. Les transfusions seront comptabilisées, mais pas selon le même critère d'inclusion, enfin de décision de la transfusion. La sortie d'étude est à 28 jours ou à la sortie d'hôpital, qui peut être bien plus précoce, bien sûr. La participation de chaque sujet, c'est de 28 jours. Et on anticipe une durée de recrutement de 20 mois, pour être probablement plus courte. Voilà le résumé du tableau des visites. Donc, visite préopératoire pour décider de l'inclusion. Visite 2, qui est la période opératoire, alors qui va nous permettre de cibler ce qui se passe en péropératoire, et sur la transfusion notamment. Post-opératoire précoce, on va dire, la visite V3 qui est fixée à la 12e heure post-opératoire. On estime que la plupart des patients chirurgie réglée auront un suivi simple avec une sortie de réanimation probablement dès le lendemain. Donc on voulait avoir des données un peu plus précises sur l'ensemble de la population à cette 12e heure. Et enfin,
dernière visite en réanimation, c'est soit la sortie de réanimation, donc dès le lendemain pour la plupart d'entre eux, ou 5e jour, même pour les patients qui resteraient plus longtemps, pour borner, comme je le disais tout à l'heure, la période vraiment périopératoire. Enfin, il y a une visite en fin de séjour, à la sortie d'hôpital ou au 28e jour, si les patients sont gardés en hospitalisation. Voilà un résumé rapide qui est fourni pour les centres participants, qui est un résumé de la pratique, avec un point un peu sur lequel on insiste. Effectivement, on va faire un suivi de SVO2, et qu'on ne souhaite pas que la SVO2 soit utilisée dans le groupe contrôle comme un argument de transfusion. Alors, on a des petites astuces. On dit que si dans les deux groupes, l'hémoglobine, c'est l'élément déterminant, dans le groupe contrôle, la décision de transfuser est prise et la SVO2 est mesurée une fois qu'on dira que les culots globulaires sont là, mais avant que les culots globulaires soient transfusés, de façon à rester dans un protocole sans l'influence de la SVO2, une espèce d'aveugle ou de masque pour éviter une influence. Et on fait une mesure de SVO2, comme je vous l'ai expliqué, parce que finalement, on se base sur des études, dont celles qu'on a pratiquées, qui montrent certaines choses, mais je pense que cette étude-là, sur un gros collectif, permettra d'avoir vraiment une information intéressante sur l'évolution de l'hémoglobine et la SVO2, au-delà du bénéfice potentiel sur la baisse de transfusion. Alors, à l'heure actuelle, on a 11 centres qui sont participants. La visite de mise en place est en cours. On a commencé à Montpellier il y a 2 mois. On a une vingtaine de patients qui sont inclus. C'est assez facile, parce que finalement, ça a peu d'influence sur les protocoles habituels. Et les premiers centres ont commencé à être, avec cette visite de mise en place, ça a commencé il y a une quinzaine de jours. Et petit à petit, on augmente. Alors bien sûr, s'il y a des équipes qui souhaitent participer, vous peuvent toujours me contacter. On est ouvert à toute proposition. Alors qu'est-ce qu'on espère? On espère 30% de réduction de transfusion, parce que c'est un peu ce qu'on avait observé précédemment dans le groupe SVO2. Comme je vous le disais juste à l'instant, on espère voir aussi détailler la variation d'hémoglobine SVO2 avec la transfusion. Ça paraît très important. Et en termes de prospective, dans l'intérêt des patients, bien sûr, c'est d'individualiser au-delà de l'hémoglobine, qui, à mon avis, n'est pas un bon critère de transfusion. Et pour l'institution, réduction de transfusion chez des gens qui n'ont a priori pas besoin de recevoir ces culots globulaires, c'est quand même intéressant quand on pense que c'est un don des personnes. Et comme ça permet de préserver la banque de sang. Si vous avez des questions. Merci, professeur Passion. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, Philippe. Devant, juste là. Merci. Vous pouvez compter sur Nancy, si vous voulez nous contacter, pas de souci. L'inverse, contactez-moi. Ouais, alors je vous contacterai, pas de souci. Petite question, donc vous avez parlé de la période intraopératoire, donc ça comprend aussi ça, parce qu'effectivement, si on fait du LVAD, de la chirurgie, de la dissection, là j'ai vu, il y a probablement de la transfusion péropératoire. Comment vous considérez la transfusion par le cell saver? Première question. Non, le cell saver, c'est pas considéré comme transfusion. D'accord, ok, donc ça c'était pour mon information. Et 2, il y a beaucoup de paramètres qui sont influencés, notamment la SVO2, par l'hémodynamique globale. Bien sûr. Comment, du coup, vous intégrez les malades qui sont sous dobutamine? Il y a des malades qui, à l'état basal, on a tous des gros insuffisants cardiaques quand on met la SWAN ou même mesure classique de la SVO2. On s'aperçoit qu'ils ont 55, 60, sans pour être autant forcément à transfuser. Du coup, comment vous les gérez, les malades là? J'ai presque envie d'inverser la question. Comment vous faites? Moi, je ne les transfuse pas, c'est pour ça. Voilà, mais je crois qu'il ne faut pas changer ses habitudes. C'est-à-dire qu'il faut faire comme d'habitude. Si on fait une transfusion, si on est dans un groupe l'un ou l'autre, on regarde ce que fait la SVO2 ou on n'en prend pas compte. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il est prévu justement toutes ces situations un peu particulières où la transfusion peut être faite hors protocole. Alors ce qu'on a souhaité faire, c'est faire apparaître les raisons pour lesquelles elle serait hors protocole.
Mais il est hors de question de changer ses habitudes. Si on doit gérer un bas débit cardiaque et qu'on a besoin de monitorer la SVO2, eh ben, il faut faire comme on fait d'habitude. Et dans cette démarche-là, il y a besoin de transfusion. On aura la SVO2, et même dans le groupe contrôle, ça aura peut-être une influence, mais il faut le noter si on a utilisé la SVO2 pour décider de la transfusion ou pas. Vous voyez ? C'est plus dans la façon de restituer l'information que d'imposer une façon de faire. Donc, dans le screening de ces malades-là, il y aura des malades qui seront anémiques inférieurs à 9 grammes, qui auront peut-être du bas débit cardiaque, mais qui seront exclus parce qu'on décide volontairement de ne pas les transfuser, quoi. Ils ne sont pas exclus, il ne faut pas les exclure. Il faut simplement screenés, expliquer qu'ils ne sont pas transfusés parce que c'est ça. Voilà. D'accord, ok. Il y a une multitude de situations qu'on ne peut pas décrire à l'avance. Et ce qu'on voulait, c'est que sur un collectif aussi important, faire en sorte que le vrai critère, ce soit je vais transfuser, j'utilise ou non la SVO2. Pour le reste, vous faites comme d'habitude. Moi, j'ai une petite question. Une fois qu'on n'a plus le cathéter veineux central, quand le patient va dans le service, est-ce que vous avez prévu... Non. On fait comme d'habitude, comme Oui. le central a l'habitude de C'est faire. une question qui revient notamment dans les visites de mise en place. Et souvent, certains me disent « Ouais, parce que les chirurgiens ils font n'importe quoi dans les étages, ils vont transfuser. » Bon, ce n'est pas l'expérience qu'on a eue dans l'étude qu'on a publiée en anesthésiologie. On s'attendait à ce qu'il y ait une dérive chirurgicale dans les étages où on tolérait une anémie qui était constatée comme bien tolérée parce qu'il y avait une SVO2 correcte, donc les patients repartaient avec leur anémie. Et finalement, la transfusion dans les étages n'était pas pire que ça. Donc, passer le cinquième jour, parce que même si le patient est en réanimation, au-delà du 5e jour, il a toujours son cathéter veineux central. Si on doit transfuser, on ne prendra pas en compte la valeur de la SVO2 dans le cahier d'observation. Vous pouvez l'utiliser, vous faites comme vous voulez. Au final, au 28e jour, on fera le décompte de la transfusion globale. Comme on avait fait dans la première étude, ça n'a pas une influence majeure, cette période-là. Vraiment, c'est la période initiale, péropératoire, post-opératoire, qui est la plus significative sur la transfusion. D'accord. Je peux poser une question, puis j'en profite. Qui utilise? Parce que j'ai un parti pris. Moi, j'adhère et ma pratique a changé. Donc, j'utilise la SVO2 dans ma réflexion sur la transfusion du patient. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui le font ou pas? Ah ben voilà. Non, je sais, c'est le problème. Ce protocole, ce PHRC national, j'ai soumis, il a été accepté en 2020. Donc la mise en place, qui est pourtant pas si lente que ça, démarre en 2023. Et le projet, je l'ai dû le soumettre la première fois en 2019. Et entre-temps, certaines publications sont sorties. Du coup, les pratiques évoluent, effectivement. Non, mais c'était pour ça, parce que moi, j'ai changé un peu on a changé nos pratiques, on l'a intégré, en même temps que probablement vous, puisqu'on a observé les mêmes choses. C'est un peu un défi de peut-être des fois revenir sur ces pratiques. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Nicolas, vas-y. Il faut contacter l'investigateur principal. Philippe vient de me dire. Vous aviez, dans le calcul du nombre de cellules nécessaires, vous tabliez sur quel taux de transfusion de base? Je pense que ça a été dit, mais j'ai pas... Non, ça n'a pas été dit. Je crois que j'étais quand même attentif. J'ai un petit trou de mémoire, je pense que c'est 40%, ce qui est sans doute plus élevé que ce qui se pratique à l'heure actuelle, je suis d'accord. Mais après, sur les 30% de réduction, on est un peu pessimiste. Donc on espère que malgré tout, même si le taux de transfusion est plus bas, la réduction sera suffisamment importante pour que ce soit significatif. Ok, merci pour la réponse. Et moi j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut transfuser le nombre de poches qu'on veut, ou est-ce qu'il y a des conseils pour dire vous transfusez une poche? Je crois que les conseils de l'ANSM, c'est une poche par poche. Mais après, il faut faire comme on fait d'habitude. Je sais que ça se pratique encore de faire 2 culoglobulaires parce que l'hémoglobine est à 5. C'est compréhensible. Je crois on ne veut pas de donner de consignes qui soient en dehors des pratiques habituelles. Simplement l'événement. Voilà. Une étude pragmatique. Oui, parce que... On n'est pas trop monde. Voilà. D'autres questions? Non.